On est prêt, moteur! Mademoiselle Deray, je dois vous informer que cet entretien sera intégralement pas filmé. Je sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur. Oui, c'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Il nous faudrait quelque chose de dynamique et entraînant. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. On commence le jeu, les retardataires sont éliminés. Alors voilà, bienvenue dans cette nouvelle saison des Hallucinés. On vous avait manqué ? C'est vrai que 77 jours sans gouvernement, sans émission, c'est pas très raisonnable. Comment ? On me dit dans l'oreillette que vous aviez voté pour un changement de tête ? Oui, bien sûr, on va vous écouter. Et ne rien changer, car... La France en marche et marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. La France en marche et marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. Et j'en profite pour faire un petit coucou amical aux quepons de tout poil et plus particulièrement aux chacals de la pleine lune. Je me trompe toujours. C'est les chacals dansent le soir. Et à leur bassiste, Hello, que vous connaissez aussi, puisqu'Héloïse était ici au micro lors de la précédente émission. Alors loin de moi l'idée de me faire le premier sinistre de cette petite bande, bien moins à droite que certaines mauvaises troupes que nous ne citerons pas, mais autant vous dire que nous sommes surmotivés pour vous offrir, tels des coureurs de fond, tout au long de l'année et de cette saison 3, des émissions endiablées avec quelques surprises également. Pour autant, aucun risque pour vous de vous faire une psycho-attaque, ça va être le changement dans la continuité. Toujours pas de professeur Thibault ni de mademoiselle Hortense à l'horizon et encore moins leur fameuse mouche qui pète. Non, nous allons essayer d'élever le niveau quelque peu tout en restant accessibles et joviaux. Au sommaire aujourd'hui, nous aurons bien évidemment le sempiternel tir au pigeon qui évolue quelque peu en se recentrant sur vos coups de cœur et coups de gueule, suivi de Pascal et ses amis les compositeurs de musique de film et ensuite le quiz. Toujours là, indéboulonnable, enfin, si on a le temps. Mais il y aura surtout, pour la respiration musicale, une exclusivité mondiale, oui j'ai bien dit mondiale, dont je ne vais pas vous dévoiler tout de suite la teneur, jeunes impatients. Stay tuned. Mais pour débuter, nous accueillerons à nouveau Aurore, que Martial va encore une fois martyriser lors d'une quasi-carte blanche. Ouch. Aurore, ou devrais-je dire Laïa ? Alors, je vous vois bondir, petits nerds, non pas Leia, car si tu étais princesse, alors je serais probablement le seigneur Sith du côté obscur de la blagounette. Et je n'ai aucune velléité à être ce genre de podestat. Pas ma cam, tout ça. Non, j'ai bien dit Laïa, prénom catalan, diminutif de Lali, dont la signification est « belle parole ». Oh que c'est beau. Tu la sens la pression là ? Bien lancé. Joli. Mais trêve de superflu, les Hallucinés, saison 3, épisode 1, c'est parti ! Attention, vous êtes prêts ? Action ! Alors, pour inaugurer cette troisième saison des Hallucinés, nous allons nous tourner vers l'avenir. Nous accueillons pour la deuxième fois, comme l'a dit Florent, celle qui participe actuellement au programme national d'incubation Futura Cinéma. J'ai nommé Aurore Fossard de Almeida. Alors, je rappelle rapidement son parcours très riche. 4 ans dans les politiques culturelles, 10 ans d'enseignement universitaire, 5 ans dans les réseaux de salles locaux et nationaux, 5 ans de prestations en festival, 2 ans de médiation auprès de tous les publics. Bon, après, c'est des 27 ans. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'était des expériences en parallèle. Sinon, elle serait très âgée. Et elle est aussi administratrice de l'association Ancienne G Ciné. Alors, nous allons débattre avec elle sur un sujet passionnant, l'avenir des salles de cinéma. Alors, bonjour Aurore. Bonjour, merci beaucoup. Je suis ravie d'être avec vous à nouveau. Donc, merci d'avoir accepté encore une fois l'invitation. Alors, tu participes, je l'ai dit, donc, au programme Futura Cinéma. Mais quand on a préparé cette interview, tu m'as parlé d'une autre actualité, ta mission de consultante dans la boucle documentaire. Alors, est-ce que pour commencer, tu peux nous en dire un peu plus sur cette boucle documentaire ? Oui, bien sûr. Effectivement, je te remercie de préciser que toutes ces activités sont en parallèle. Sinon, je prends
40 mèches blanches en plus d'un coup. Effectivement, j'ai récemment eu le plaisir d'être missionnée par la boucle documentaire, qui est donc une fédération nationale qui regroupe des associations territoriales sur le secteur documentaire. Et là, en l'occurrence, la commande de cette fédération était de prendre la charge d'une étude des conventions triennales de coopération pour le cinéma et l'audiovisuel. Ça fait beaucoup de mots-clés. En fait, en gros, c'est l'étude de documents qui sont des documents techniques, qui sont des documents administratifs, mais qui sont le squelette des interventions territoriales pour le cinéma globalement. Et là, en ce qui concerne la boucle documentaire, il y a un focus sur justement le cinéma documentaire. L'objectif, c'est de comparer, d'analyser tous ces documents. Il y en a 17, puisqu'il y a une convention par région. Donc, on comprend les régions en métropole et dom-tom. Et donc, ces 17 conventions, elles mettent en lumière les politiques d'intervention et d'application des politiques culturelles en faveur du cinéma et donc de la fiction, de l'animation, du court-métrage, du long-métrage et donc du documentaire. Et l'idée, c'est d'analyser, d'avoir des chiffres, de comparer, de voir véritablement les manières dont chaque territoire met en application sa politique culturelle et, le cas échéant, faire en sorte que les choses évoluent pour le bien du secteur. Et donc, quand ce qu'on entend par secteur, c'est très large, puisqu'on parle des auteuristes, des réalisateuristes, des diffuseuristes, des producteuristes, tout. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment d'interroger tous ces niveaux au sein du secteur avec un point d'attention particulier sur les auteuristes, réalisateuristes qui sont quand même le premier maillon. Sans scénario, sans auteuristes, il n'y a pas de film. Et donc, d'avoir a priori une attention particulière sur cette population. Parce que donc on parle de boucle documentaire, donc on est vraiment sur le documentaire. Est-ce qu'il y avait un danger pressenti sur le documentaire en particulier ou en fait, pourquoi cette boucle documentaire a été créée en fait? Oui, alors en fait, en 2014, il y a eu des réformes du CNC. Suite aux réformes de 2014, il y a eu une vraie inquiétude de la part du secteur, spécifiquement, quant aux espaces de diffusion. Donc les cases, très littéralement à la télévision, et puis maintenant dont on sait qu'elles sont aussi sur les plateformes, en streaming, etc., sur l'offre délinéarisée. Et c'est vraiment dans ce contexte-là que les professionnels étant inquiets et dans l'incertitude, se sont regroupés. On fait force collective et c'est dans ces cas-là que le collectif fonctionne le mieux. C'est que du coup ils se sont regroupés pour avoir une force de représentation et c'est là tout le rôle et l'importance des associations de territoire et donc de là d'une fédération qui les regroupe toutes et tous de manière à ensuite pouvoir les représenter au niveau de l'État, au niveau du CNC et pour jouer en gros le rôle de vigie, d'avoir des points d'alerte, de vigilance tout simplement, de soutien, de représentation. Et de garde-fou. Il y a un niveau politique qui est très fort et qui est extrêmement important et qui joue un rôle décisif. Il y a ces dernières années de véritables actions qui ont été mises en œuvre, des chartes de bonnes pratiques dont la signature a été partagée, la mise en œuvre d'accords, de conventions tripartites entre les diffuseurs et les producteurs, des contrats, des salaires minimums pour les réalisateuristes au moment de la signature des contrats, justement, pour qu'ils soient rémunérés au moment d'un début de projet, ce qui n'est vraiment pas rien. Vraiment, la question les réalisateuristes sont les seuls à ne pas avoir de salaire conventionnel, en fait. Dans le secteur, il n'y a pas de minimum conventionnel. Donc, du coup, ça pose des questions sur la reconnaissance du métier, sur comment est-ce que les politiques publiques accompagnent ces professionnels-là. Donc voilà, cette impulsion de la boucle documentaire, ça a été de dire, on va essayer de faire un état des lieux, de faire un tour d'horizon pour qu'on ait un socle, en fait, de référence commun, qu'on puisse le partager et qui puisse ensuite servir justement de référence pour aller faire bouger les choses, le cas échéant. D'accord. Et j'ai vu que la boucle documentaire veut maintenir un dialogue régulier avec le CNC, notamment sur des sujets d'actualité. Et par exemple, elle s'est questionnée dernièrement, cet été, donc au Festival documentaire de Lussas, sur le pouvoir du cinéma documentaire face à la montée de l'extrême droite. Est-ce que tu as suivi cette discussion ? Oui, tout à fait. Oui, dans le cadre de cette prémission, du coup, j'étais sur le Festival de Lussas et donc j'ai pu effectivement voir un petit peu et participer aux premiers échanges sur ce sujet. Je dis premiers échanges parce qu'il s'agissait justement, encore une fois, d'être
au contact des professionnels qui sont sur le terrain. Et l'USA, c'est un vrai regroupement hyper important sur le sujet, comme le sont beaucoup de festivals. Et en fait, cette discussion va être poursuivie lors de l'assemblée plénière qui a lieu la semaine prochaine à Lille, là qui regroupe que les adhérents de la fédération, pour pouvoir justement là tirer des conclusions de tous ces échanges. Une fois que la température est prise, que les besoins sont remontés, de faire en sorte de faire un relevé et de dire qu'est-ce que la fédération peut faire pour faire remonter justement les besoins et mettre en œuvre des changements, des évolutions. On va revenir à présent sur ton implication dans l'aventure Futura Cinéma. Donc, il y a eu en septembre dernier à Strasbourg l'étape 4 de ce programme d'incubation intitulé Finalisation et expérimentation. Alors comment s'est passé pour toi cette étape 4 ? C'était fantastique, je le dis de tout mon cœur. En fait, c'est vraiment Futura, c'est un projet qui est extrêmement stimulant et qui nous fait passer par justement tous les méandres que constitue le développement d'un projet. Et en fait, l'étape de Strasbourg, à laquelle tu fais référence, l'objectif c'était a priori de mettre en place un MVP. Le MVP, dans le langage des startups, c'est le Minimum Valuable Product. Donc, c'est-à-dire qu'il faut mettre en œuvre une expérimentation qui éprouve un petit peu la viabilité du projet sur le marché. Donc, expérimenter littéralement toutes les hypothèses qu'on avait jusque-là, les envies, les désirs, parce qu'on en a plein, ça c'est sûr. Quand on est sur le papier, on change le monde, mais après, combien ça coûte et qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre, qui participe, à quel moment, etc. Donc, cette étape de Strasbourg, pour nous, donc le projet du Movimaton, ça a été véritablement d'intervenir dans le cadre du festival du film fantastique de Strasbourg, puisque l'objectif de l'incubateur, c'est de caler ces étapes en même temps que des festivals ou en tout cas des activités culturelles, des événements culturels. Et là, on a profité de cette opportunité pour aller tester notre projet donc de cabine qui est sur le modèle du photomaton, mais qui serait posé dans les halls de salles de cinéma pour à la fois être un outil d'animation en dehors de la projection, des temps de projection, donc dans le hall du cinéma, mais aussi un outil de recommandation, c'est-à-dire que l'idée, c'est de recueillir les avis des spectatrices, mais aussi pouvoir recueillir du coup de la donnée pour les exploitantes, les exploitantes et pour les distributrices par la suite sur les tendances en fait, pour pouvoir évaluer qu'est-ce qui fonctionne pas, et de le faire en particulier en festival, puisque le festival est un fantastique terrain d'expérimentation, puisqu'en général les films sont en avant-première, en règle générale il y a plein de sections différentes, mais du coup ça permet aux exploitants et aux exploitantes de prendre la température de comment les films sont reçus. Pareil pour les distributrices. Et donc, à partir de là, l'outil donc du Movimaton, c'est donc à la fois un outil fun pour les spectatrices, mais aussi un outil vraiment utile pour les professionnels du cinéma qui ont besoin de recueillir justement ces analyses de public pour pouvoir ensuite ajuster leur programmation, pourquoi pas, ou en tout cas faire en sorte de connaître leur public. Et ça, on pourra y revenir tout à l'heure puisque c'est notre sujet d'aujourd'hui, mais de voir comment est-ce que nous, on peut participer en termes d'innovation, mais pas seulement technologique, innovation technologique, mais aussi sociale. Comment est-ce qu'on fait pour contribuer à faire vivre la salle de cinéma de manière différente et vertueuse, si possible, tout en ayant bien en tête que c'est un projet qu'on espère viable économiquement. Donc, il y a les valeurs qu'on met derrière, mais il y a aussi ce qu'on appelle le business model. Et donc, de voir comment est-ce qu'on arrive à allier les deux. Et c'est la raison pour laquelle on a la chance dans ce projet d'avoir des profils très complémentaires. On a, quelqu'un qui a une casquette plutôt tech, quelqu'un qui a plutôt une casquette distributrice, quelqu'un qui est exploitant, quelqu'un qui est dans la médiation. Donc on arrive à fédérer un peu toutes ces compétences et ces personnalités pour monter le projet. Donc là c'était la 4e étape, la 5e aura lieu aux Arcs dans quelques semaines. Ouais. Alors il n'y a pas eu de... Creuse, Comment ? C'est pas dans la Creuse. Non, c'est pas dans la Creuse. C'est terrible. C'est comme ce qui attend à Deauville. C'est bien aussi. Donc pour le moment, il n'y a pas de compte-rendu de l'étape 4. Mais en se baladant sur le site, j'ai vu qu'il y avait un retour en images et j'ai pu voir des termes insolites comme ocytociné. Oui. Alors tu as parlé du Movimaton.
territoire immersif, Réfractio. Ça correspond chacun à des projets de réflexion sur le cinéma ? Tout à fait. En fait, là, il y en a 6, me semble-t-il. En fait, le nombre bouge, hein, c'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre en début de programme, et puis il y en a qui se sont qui ont arrêté, puis d'autres qui se sont formés. Donc voilà, je crois qu'on est à peu près 6. Et effectivement, on a des projets très différents. Certains au Cytociné qui sont plutôt sur comment est-ce qu'on valorise les films différemment, avec des critères différents, notamment qui se basent sur l'émotion et plus sur le qualitatif que sur le quantitatif. Mais bon, éventuellement, en tout cas, les porteuses de projets seraient plus à même d'en parler. Mais on a aussi d'autres projets, comme effectivement, tu as parlé de Réfractio, qui là est sur le point de présenter son projet au sein du marché Lumière sur le festival. Donc c'est une énorme opportunité. Et là, on est sur une base de données d'archives, donc pour avoir justement accès à plein d'images d'archives de films et de pouvoir justement, avec des référencements très spécifiques, accéder en fonction des besoins à plein de séquences de films. C'est très très riche. Ou encore des projets qui sont déjà très avancés, c'est-à-dire qu'il y a des salles de cinéma, Oma Cinéma notamment, dont on pourra sans doute reparler par la suite, qui en fait, est arrivé dans le cadre de Futura avec déjà sa salle de cinéma sur les rails, en fait, qui était sur le point d'ouvrir à Mougins, qui a ouvert depuis, donc au mois de mai, je crois. Et donc là, on est vraiment sur un concept de salle totalement nouveau, enfin, qui à la fois puise dans l'histoire, parce que c'est un mélange de théâtre à l'italienne. On revient sur un modèle assez vertical de salle de cinéma, avec des loges. C'est un mix entre le théâtre à l'italienne et la salle des congrès de Star Wars, je vous laisserai aller voir sur le site, mais c'est très impressionnant. Et du coup, voilà, la question, c'est comment est-ce que on adapte aussi une programmation en fait à de nouveaux publics. Quel public est-ce qu'on va chercher quand on crée ce genre de salle, et comment est-ce que du coup le modèle économique va aussi bien rencontrer cette question de la salle de cinéma de demain. Donc voilà, des projets qui sont hyper riches, qui se répondent pas directement, mais qui font que lorsqu'on se retrouve à l'occasion des étapes, on peut chacune porter des regards à la fois extérieurs, parce que c'est pas notre sujet directement, mais en même temps, on est baignés tous dans le secteur, et avec à chaque fois des inputs, comme on dit, qui sont plutôt constructifs les uns les unes pour les autres. Donc voilà. Donc là, on est vraiment sur la dernière ligne droite. Avant, c'était un challenge, donc avec un lauréat à la clé. L'idée là maintenant, c'est plutôt de revendiquer cet incubateur comme un programme, de manière à vraiment accompagner les projets. Là, pour donner une idée, ce matin, on était en visio avec Europa Cinéma pour justement voir comment est-ce que au sein de l'incubateur, on peut du coup être accompagné pour déposer nos projets dans le cadre de dispositifs de financement, puisqu'il y en a au CNC bien sûr, mais les fonds européens, dans la mesure où Futura Cinéma est un programme européen, sont aussi des perspectives et des possibilités très très intéressantes pour les projets. Et donc à voir dans quelle mesure est-ce que on peut rentrer dans le cadre de ces dispositifs. C'est hyper stimulant. Ok, écoute, en parlant donc de perspective, donc je le disais en introduction, je propose alors à toi et puis à toute l'équipe de ce plateau, Florent, Pascal et puis Johan qui viennent de nous rejoindre. Oui, bonjour à tous. Bonjour. De nous plonger donc dans l'avenir et de parler du futur des salles de cinéma. Alors j'ai choisi ce thème pour 2 raisons. Déjà, il y a eu le 16 septembre dernier l'inauguration du Pathé Palace à Paris, et à cette occasion, la prise de parole de son directeur, Jérôme Sédou, qui a livré une vision assez luxueuse des futures salles de cinéma, donc on va y revenir. Puis la deuxième raison, c'est que le Ciné Actuel d'Annemasse, c'est un projet d'évolution, et comme on fait un peu partie tous de la commission cinéma de ce cinéma, on a été invités à participer à cette réflexion, et c'est autour de ce projet. Donc c'est 2 raisons de se projeter sur l'avenir. Alors première question pour toi, Aurore, est-ce que dans les réflexions qui ressortent de Futura Cinéma, est-ce qu'il y a des pistes vers ce que sera le cinéma de demain, et plus particulièrement les salles de cinéma? Oui, c'est sûr que c'est notre point d'accroche du programme. Donc l'idée, c'est de se dire qu'il y a de multiples pistes et qu'elles se situent à la fois au niveau économique, au niveau social, au niveau technologique, et qu'en fait, à chaque changement de pratique, à chaque évolution, on a annoncé la mort du cinéma, et que ça fait partie de l'histoire. Ceci
cycle, ce mouvement pendulaire un petit peu, et que là, en fait, on a effectivement quand même des tendances, encore une fois, qui se dégagent, avec à la fois des salles qui sont, comme tu l'as mentionné, qui deviennent très luxueuses, qui ont un coût au niveau du ticket d'entrée, un coût qui est revendiqué d'ailleurs par les exploitants, et qui en font une sortie de luxe, ou en tout cas une sortie culturelle qui a à peu près le même statut que quand on va au théâtre ou à l'opéra, où en fait c'est ok de payer 30, 40, 50 euros. Là, quand je dis ça, c'est parce que quand on va acheter un ticket de cinéma, je crois que au Palace à Paris, c'est 25 euros. De 25 voilà, euros, c'est ça, il me semble. C'est un ticket qui est pas négligeable. Et à ça, évidemment, s'ajoutent les prix de confiserie, dont on sait très bien que sur ce genre de sortie cinéma, ça fait augmenter le panier moyen. Donc on est à la fois sur une sorte d'évolution vers une sortie qui devient un luxe, et en même temps un petit peu justement en opposition ou en réponse, simplement, on a des salles de proximité qui revendiquent justement des sorties qui restent tournées vers la médiation culturelle, et donc vers une sortie cinéma où le film reste au cœur de l'expérience. Non pas que quand on va dans un multiplex, le film n'est pas important, mais on sait que quand on va plutôt sur des grosses sorties dans les multiplex, c'est justement l'expérience globale qui compte, et c'est ce pourquoi les publics choisissent de payer. Alors que sur une salle à réessai, on sait l'importance de la proximité, des gens avec qui on y va, mais aussi surtout des gens qu'on retrouve. L'équipe des cinémas de proximité entretiennent ce lien humain, et du coup creuse la piste justement du lien entre à la fois les films et les publics, les exploitants, les exploitantes et les publics, et du coup travaille toute cette relation-là. Et en fait, ce qui me semble très très, en tout cas le point de vigilance à avoir, c'est qu'il faudrait pas que les gros, en tout cas ceux qui ont justement a priori quand même plus de force économique, viennent grignoter les champs des plus petits, qui sont beaucoup plus fragiles économiquement, d'où le rôle nécessaire de régulation et de structuration au niveau de l'État, au niveau du CNC, pour pouvoir justement mettre en œuvre des politiques qui sont des garde-fous. On a bien vu le développement à l'époque de la VO, qui était avant un dispositif qui était, en tout cas des versions de films qu'on pouvait voir que dans les salles à réessai. Et en fait, à partir du moment où ça arrivait sur les multiplex, à la fois c'était très très vertueux pour l'ouverture des publics, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de monde qui s'est mis à voir de la VO, mais économiquement, ça a eu un vrai impact. Là, je vous laisserai abonder là-dessus parce que vous êtes vous-même exploitant, mais il y a eu un vrai impact. Donc, c'est là-dessus qu'il y a besoin de régulation, il me semble. Alors, je ne sais pas si Pascal, Florent, Joanne, vous avez un avis sur cette évolution du cinéma, celle qui est présentée en tout cas par Jérôme Sédou. Je rappelle, c'est des salles luxueuses avec des sièges chauffants, inclinables, un vestiaire, un bar. Je crois un service à la place même, il me semble. Ouais. On peut vous apporter une confiserie à son fauteuil. Et pas que des confiseries maintenant, c'est justement ça. Oui, c'est ça. Moi, ça me laisse un petit peu rêveur, songeur, on va dire plus exactement. Et c'est vrai que les petites salles à réessai comme le ciné actuel, tu en parlais, on est un peu loin de tout ça. Et dans ce que dit Aurore, tout ce qui concerne justement ce que nous, on va créer autour d'une séance, c'est-à-dire pas seulement la projection d'un film, mais ça peut être effectivement l'organisation de projection débats, ça peut être des séances commentées, ça peut être des analyses de films, etc. Tout ça, c'est une autre démarche. Et puis, on parlait du prix, et c'est vrai que pour nous, c'est aussi important que le cinéma reste accessible financièrement. Je donne l'exemple dans le cadre de nos festivals jeunes publics, où on propose des places pour les jeunes de moins de 13 ans qui sont maintenant à 3,50 €. Et on se rend compte de l'impact que ça a sur les familles des quartiers, puisque les familles peuvent venir beaucoup plus facilement au cinéma. Et ça, je trouve que c'est quelque chose en tout cas dans notre type de démarche qui est vraiment déterminant. Alors Jérôme Sédou, un peu pour provocation, dit que si les gens veulent voir des films pas chers, il y a la télévision et les plateformes. Donc lui, c'est sa réponse aux films de cinéma. Voilà. Donc, oui, mais c'est très réducteur. C'est évidemment, comme tu le dis, c'est de la provocation. Ça donne du coup envie de réagir sur le fait mais que... je ne sais même pas si c'est de la provocation. Ouais, je sais pas.
En tout cas, c'est provocateur. Oui, en tout cas, ça fonctionne. En tout cas, ça fait cet effet-là. Et que, en fait, ce serait envisager la valeur du film uniquement à l'aune de l'économie. Ce qui est complètement décorrélé, et c'est à ce moment-là il faudrait, en fonction des avis et de ce qu'on pense des films, faire évoluer nos prix. Je sais pas, là je vais dans l'extrême aussi. Puis on parle d'une expérience cinéma, c'est-à-dire une expérience collective ensemble dans une salle de cinéma. Ça on trouve pas sur les plateformes chez soi. C'est pas du tout ce type d'expérience. Non, mais c'est pour ça, c'est que c'est une manière d'associer la sortie uniquement à la valeur du film, alors qu'on sait que d'aller voir un film au cinéma, c'est pas justement juste voir un film. C'est bien au-delà, et c'est la raison pour laquelle on peut tout à fait aller au cinéma et avoir, en tout cas consommer, et là je me mets dedans, moi je vais au cinéma tout le temps et je suis abonné à de nombreuses plateformes, et c'est très bien, et ça m'enrichit à plein de niveaux, ça m'appauvrit aussi à plein de niveaux, mais ce que je veux dire c'est que ce sont encore une fois des pratiques qui sont complémentaires, et il s'agit surtout pas d'opposer, et ça me permet de rebondir un peu sur ta question initiale, c'est de dire que surtout c'est que la salle de demain, elle doit être pensée en complémentarité et en bonne intelligence avec l'évolution des usages et des pratiques de l'audiovisuel, et donc effectivement l'arrivée des plateformes. Alors pour préparer cette discussion, j'ai récemment échangé avec Xavier Chantoiseau, qui est directeur de la MJC d'Annemasse, qui est en pleine réflexion sur le projet de nouvelle salle au Ciné Actuel, et il me parlait qu'il était important d'identifier tous les publics d'un cinéma et essayer de répondre à leurs attentes. Alors quand on parle de tous les publics, il explique que les attentes sont différentes, que l'on soit un enfant, un ado, un adulte ou un senior. Et Xavier, donc, dans ce projet de nouveau cinéma, défend même l'hypothèse de 3 salles pour justement répondre au mieux à la particularité de ces publics. Aurore, toi, tu disais que l'enjeu était de connaître justement les tendances et les attentes des différents publics. Oui, tout à fait. C'est vraiment l'angle qu'on a choisi avec le Moviematon, justement, au sein de Futura Cinéma. C'est de faire en sorte de répondre à un vrai besoin des exploitantes qu'on a pu ressentir dans les échanges qu'on a pu avoir avec eux ces dernières années, qui est de dire, en fait, on a un vrai besoin de connaître nos publics, donc de communiquer avec eux, mais sauf que les moyens de communication, et surtout avec les nouvelles technologies, sont souvent perçus comme assez complexes et chronophages par les exploitants, les exploitantes qui n'ont pas ni les moyens, ni le temps, ni les compétences, en fait, aussi, d'aller sur ces terrains-là. Et donc, du coup, c'est compliqué. Alors, il y a toujours le bouche à oreille et le bonjour à l'accueil et tout ça, mais tout ça, ça prend du temps et c'est pas très efficace en termes de masse. Enfin, c'est compliqué. Donc, du coup, tout à fait, je pense que le fait de repenser une salle qui permette justement d'avoir une programmation qui est pensée en adéquation avec les différents types de publics qu'on a identifiés, soit effectivement des publics scolaires, donc ça, c'est quand même un vrai ADN quand même des salles, et particulièrement des salles de proximité. Si vous aviez la possibilité d'avoir une salle orientée blockbuster, une salle qui soit plutôt sur l'arrêt-essai, et une salle jeune public, enfin c'est avec la flexibilité bien sûr que l'intelligence implique, mais c'est il me semble quelque chose qui serait très intéressant, mais à condition en préambule de connaître les publics. C'est qu'avant de faire ça, il faut avoir un outil pour pouvoir justement connaître les profils un petit peu des audiences. Oui, alors au sujet des publics, c'est vrai que il y a des publics avec lesquels le Ciné Actuel travaille de manière très régulière. Tu parlais des scolaires, c'est vrai que ça fait partie maintenant d'un fort pourcentage des entrées du cinéma. Et c'est essentiel parce qu'en fait, ils viennent dans le cadre de dispositifs scolaires. Donc, c'est un peu le public de demain. On va les inviter à voir différents films qu'ils iraient peut-être pas voir spontanément, et puis à travers ces projections, ils vont découvrir peut-être d'autres films et d'autres visions du cinéma, et ça va peut-être leur donner envie d'aller un petit peu plus loin dans la découverte des films et du cinéma, pas d'aller seulement vers des choses qui sont faciles. Et puis, je dirais, pour moi qui connais le public arrêt-essai depuis de nombreuses années, il y a eu toute une génération du public arrêt-essai qui venait spontanément, fréquemment au cinéma. Et j'ai l'impression que par rapport à ce public, qui est peut-être d'une génération, on va dire, des gens qui étaient ados dans les années 68, par exemple, il y a un certain vieillissement de ce public. Et peut-être qu'on
bien que ce soit quelque chose, ce renouvellement du public, on l'a anticipé, enfin on essayait de l'anticiper depuis un moment, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui se passe justement par rapport à ce renouvellement du public qui tarde un petit peu à faire. Et c'est en ça que c'est intéressant quand tu parles de bien connaître son public. C'est parce que justement, il faut pouvoir, proposer aux spectateurs vraiment une façon de fonctionner qui soit aussi en adéquation avec ce qu'ils attendent. Mais aussi, par ailleurs, on est aussi force de proposition. Exactement, vous êtes prescripteur. Voilà, ça, on est force de vous êtes pas un proposition. algorithme. C'est ça. C'est-à-dire, dans la programmation, il y a à la fois on propose des choses qu'attendent le public et aussi on a envie de faire découvrir des films. Bien sûr. Alors, c'est peut-être un peu plus difficile dans le travail parce que peut-être que les gens vont pas venir spontanément sur ces films-là, mais bien souvent, ces films qu'on connaît, qu'on a vus dans des festivals ou autres, qu'on essaye de faire découvrir au public, le public derrière, s'il prend la peine de venir les voir, il est conquis. Johan, tu voulais intervenir ? Oui, alors si je peux réagir à certaines choses qui ont été dites. Par exemple, je sais qu'il y a des barrières qui sont très importantes, notamment sur les films d'animation. On a très peu de public qui vient voir les films d'animation. Alors, films d'animation pour un public plus ado-adulte. Adulte, ouais, plutôt, voilà, film d'animation adulte, entre guillemets. Je sais pas comment dire, même le fait de le proposer, ils vont avoir la même communication que les autres films, et pourtant, ça ne rapporte pas autant de spectateurs que la programmation, on va dire, plus ordinaire, des fictions, des documentaires en prise de vue réelle. Et donc, je me dis que juste proposer, ça ne suffit pas. Il faut encore amener les gens par un autre moyen. On parlait de médiation culturelle un peu plus tôt. Ça peut être une chose, mais là encore, je crois que c'est pas ce qui donne envie de venir. Je pense qu'il faut vraiment, je sais pas comment dire, qu'on vende le film. Et là, c'est le côté un peu plus problématique dans les cinémas d'art et essai. Ouais. Xavier parlait par exemple de la création d'un espace d'éducation à l'image, notamment par rapport aux images avec les réseaux sociaux, atelier de création d'audiovisuel. Alors, il y a eu des expériences qui ont été menées. Tu avais travaillé sur Caméo, Pixel. Il y a eu Clap à La Roche. Là, il y a l'association G-Ciné. Alors, c'est des choses qui font un peu vivre le cinéma dans la création audiovisuelle, en tout cas. Donc, c'est toujours des initiatives qui sont intéressantes. En écho à ce que tu disais, Pascal, sur les dispositifs scolaires qui font venir les jeunes au cinéma, c'est d'être force de proposition sur le hors-temps scolaire, sur les publics qui sont non captifs, et faire en sorte que ces jeunes-là n'associent pas les films indépendants, art et essai, juste aux dispositifs scolaires qui font qu'en général, du coup, ils veulent pas les voir, et de voir que vraiment, non, le cinéma est prescripteur et qu'ils peuvent faire confiance à leur salle de proximité. Bon, c'était passionnant, mais on est pris un peu par le temps. Alors, merci à tous pour cette discussion sur le cinéma, sur les futures salles de cinéma. Concernant ton futur à toi, Aurore, le prochain rendez-vous de Futura Cinéma sera en décembre au Festival des Arcs. Ouais. J'imagine que tu vas y aller. Ah oui, j'ai déjà pris mes locations. Ok, oui. Donc alors bonne continuation sur ce projet. Au plaisir de t'accueillir une nouvelle fois sur ce plateau pour en reparler. Avec plaisir. Et sans transition, la pause musicale. Et pour cette respiration musicale, je vous avais teasé en début d'émission une exclusivité mondiale. On y est. Je vous ai pas menti puisque le titre n'est pas encore sorti et le groupe nous a gentiment prêté ce track en totale avant-première. Alors écoutez, mettez-vous en plein les esgourdes. On en parle après. C'est bon, c'est brutal, c'est bien fait. Voici venus les mauvais sangs. L'occasion rêvée, il n'est pas tard, si loin le danger. Un verre ou deux qui va bien compter, goûte la mer et l'alcool de blé. Oh toi, perdu ici pour danser, bois le regard de charmants aînés.
venez d'écouter Nuit Venin du groupe Mauvais Sang, un groupe de jeunes qui n'en veulent, dispatchés entre Genève, Paris, Thonon et Londres. Donc 1000 merci pour cet exclu, alors qui avait déjà été joué en live, mais c'était une exclue totale dans cette version-là. 1000 merci à Léo à l'écriture et au chant, à Anouk à la harpe et au chœur, Antoine à la batterie et Mathis à la composition, la guitare et les machines, sans oublier Anastasia, la nouvelle venue, au violon et voix. Alors, ils viennent de sortir ces dernières semaines 2 titres qui ont reçu un bel accueil. Scène et jeudi dernier Modèle, dont entre beaucoup d'autres d'ailleurs, les Inrocks en ont dit le plus grand bien. Retenez ce nom, Mauvais Sang, hommage évident au cinéma, mais pas seulement à Léos Carax et à l'immense Denis Lavant. Mauvais Sang. Et sans transition, le tir au pigeon. Oups. Un tir au pigeon dans sa forme habituelle pour la dernière fois probablement. On va vous parler ce mois-ci de Mégalopolis. Et dans l'avenir, on va essayer de plutôt orienter vers les coups de cœur et coups de gueule de chacun, ce qui permettra de quelque chose de plus réactif et sur l'actualité. Donc, on parle de Mégalopolis, je disais, le film de Francis Ford Coppola avec Adam Driver et toute une pléiade d'acteurs qu'il a ressorti un peu de sous la couette, comme Dustin Hoffman et des vieux de la vieille. Il y a des nouveaux aussi. Aussi. Ouais. Son film Testament, apparemment. On va peut-être pas l'enterrer tout de suite, il a que 83 ans, mais bon. On commence rapidement avec Johan. Oui, alors rapidement, écoutez, le film, j'en suis ressorti confus comme le film. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et dont on a du mal à comprendre les tenants et les aboutissants. On a un personnage principal incarné par Adam Driver qui a un pouvoir extraordinaire. Il peut jouer avec le temps, j'ai envie de dire. Il peut arrêter le temps, il peut voir dans le futur. C'est incroyable. Évidemment que ça réfère à une des particularités du cinéma qui est de jouer sur le temps, la durée. Mais en fait, comment dire, il y a une critique que j'ai vue sur Sens Critique et qui résume très bien ce que je pense. Il parle par exemple de l'image, de la photographie. Alors, des effets vraiment en veux-tu en voilà, qui peuvent des fois être extrêmement beau et puis en fait sinon c'est très artificiel et donc on a un film qui est agréable à voir mais qui est pas très organiquement qui ne va pas nous toucher au cœur. Voilà, si je devais résumer, en fait c'est un peu ça, globalement c'est une déception. Oui, j'ai trouvé ça brillant. C'est pas pour prendre le contre-pied comme à chaque fois, mais voilà, visuellement moi ça m'a enchanté. Alors c'est vrai que c'est un peu bavard. C'est parfois capillotracté. Moi, j'ai bien aimé l'idée de l'analogie entre la décadence romaine et notre monde moderne. Alors parfois, c'est un peu les symboles faciles. Il reprend un peu. Voilà, c'est un peu la mythologie pour les nuls parfois. Mais globalement, visuellement, c'est d'une richesse assez rare. C'est foisonnant. Peut-être un peu trop au bout de 2 heures. On a l'impression de manger un banana split avec triple dose, voire quadruple dose de chantilly, avec un supplément topping. Donc au bout, ça commence un peu à la fin à être un peu bourratif. Mais globalement, si c'est sa dernière œuvre, je pense que c'est amené à être un film culte. Alors moi, j'y suis allé dans de très bonnes dispositions, puisque j'avais entendu tout et son contraire. Chef-d'œuvre d'un côté, à la Métropolis, à Napoléon d'Abelgance, enfin on citait les grands. Et puis d'un autre côté, un ratage complet, on parlait de la chute de l'empereur Coppola. Alors moi j'aime bien plutôt ces films justement qui sont clivants, qui sont loin des consensus. Et pour ma part, j'ai pas été déçu en fait. J'ai trouvé vraiment le film déjà ultra personnel, parce que le personnage principal, il est inconsolable de la mort de son épouse, donc ça fait référence à ce qui lui est arrivé. On parlait d'œuvres testamentaires, donc effectivement il y a cette métaphore du temps qu'on ne peut pas arrêter, donc je trouvais que c'est assez beau. Et puis j'ai trouvé l'œuvre très généreuse. C'est un film libre, un film fou qui se fiche de plaire et qui est loin du formatage des studios. Tout le long du film, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre, et j'ai trouvé ça plutôt réussi. Puis c'est une œuvre singulière. Pour moi, ça me se rapproche de l'art contemporain, je dirais, avec beaucoup de références justement à tous les arts, la peinture, le théâtre, le cirque, l'architecture. Donc j'ai trouvé ça assez brillant. Puis pour finir,
on ne peut pas être insensible à un film qui se finit par la musique du groupe The, le groupe de Matt Johnson, avec le qui vient de titre. sortir un nouvel album. Ouais, plutôt un très beau dernier album, ouais. Avec le titre Lonely Planet qui dit on ne peut pas espérer changer le monde si on ne se change pas soi-même. C'est le titre de la chanson. Et on enchaîne avec les coups de cœur des uns et des autres. À tout seigneur, tout honneur. Aurore. Alors moi, je vais vous reparler, je dis parce qu'on en a beaucoup parlé déjà, mais moi j'ai envie de vous reparler d'Emilia Pérez, qui effectivement est pour moi, en tout cas depuis cet été, le film qui m'a beaucoup marqué. Et quand je préparais un petit peu du coup cette chronique, je me suis surprise à essayer de me souvenir pourquoi j'avais tant aimé ce film. Et normalement, je prends ma casquette un petit peu universitaire et je me souviens des mouvements de caméra, des parties pris de mise en scène, etc. Et en fait, là, ce qui était assez extraordinaire, c'est que je me souvenais de rien. Je me souvenais que d'un ensemble qui fonctionnait tellement bien qu'en fait, j'avais un objet global qui m'a vraiment transporté en fait. Il fonctionne tellement bien en termes d'écriture, de jeu d'acteur que je sais pas, ça fonctionne un peu comme un parfum. Qui nous séduit, qui nous saisit, qui nous fait voyager, qui nous fait ressentir plein de niveaux d'émotions et de sensations et de voyages. Un peu comme un beau maquillage aussi qu'on voit pas. Parce qu'en fait, un maquillage pour qu'il fonctionne, il faut pas qu'on le voit. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti en fait avec ce film d'Audiard. Et encore une fois, je me suis dit, ce qui est assez incroyable, c'est que il a été réalisé par un homme d'un certain âge, avec une équipe majoritairement composée d'hommes. Et moi, ça me donne beaucoup d'espoir dans le fait que, qu'on ait des équipes masculines qui puissent réfléchir des thèmes aussi importants et très féminins, en tout cas humanistes, et qui sont sur l'ouverture et l'inclusion. Et en fait, moi, c'est ce que j'attends du cinéma, en fait. Quand je vais au cinéma, j'attends de vibrer, j'attends de ressentir, et en même temps, c'était un très bel objet cinématographique. Voilà. Bref, j'ai adoré Emilia Pérez. Je te rejoins là-dessus. Hein. C'est vrai que c'est du cinéma total, et ça foisonne là aussi, mais dans un autre sens, un peu plus soft. Quoique, il y a quand même beaucoup de choses, et moi j'ai beaucoup eu de plaisir à voir ce film. Alors, pour ma part, j'étais plutôt déçu du film, en fait. Bon, c'est vrai qu'il y avait une aura derrière le film, plutôt... il y avait un bon écho. Moi, je suis passé vraiment à côté, dans le sens où les personnages, notamment le personnage de l'avocate, qui est pourtant un des personnages essentiels, j'ai pas compris, en fait, son rôle. J'ai trouvé que c'était quelque part un peu raté. On comprend pas ce qui lui arrive et ce qu'elle veut. Et j'ai trouvé dommage parce que c'est pour moi un personnage clé de l'histoire. Donc j'ai peut-être pu passer à côté. Ouais. J'ai beaucoup aimé la partie musicale. C'est vrai que c'est vraiment brillant. Et Camille, avec son compagnon, a fait un excellent travail. Après, je suis pas fan en général du cinéma d'Audiard. Je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu Mathieu, regardez comme je sais bien filmer. Et je retrouve un peu ça dans son film. Ouais. Il y a quelque chose de. Et puis, alors sur la croisette, pour avoir interviewé, et c'est vrai que ce film, alors en cela, il est certainement très intéressant parce que effectivement, tu le disais Pascal, il y a ceux qui ont adoré, et ceux qui ont détesté. Alors je suis pas dans ceux qui ont détesté, mais plutôt ceux qui ont été déçus du film. Et détesté parce que ça renvoyait, alors surtout j'ai interrogé des personnes queer qui disaient que mais ça donnait une image très caricaturale du queer, et avec toute la question de est-ce que ce mafia de la drogue, ce mafieux de la drogue a cherché à changer de sexe pour se cacher justement. Alors c'était ça aussi qui était un peu ambigu dans le film, qui n'était pas vraiment expliqué. Non, et on avait du mal parfois à comprendre ses intentions. Mais ça, à la limite, on peut se soustraire de ça. Mais voilà, il y avait le côté caricatural du queer. Moi, j'avais déjà parlé d'Emilia Pérez, que j'ai beaucoup aimé lors de la précédente émission. Donc, je veux pas en rajouter là-dessus. Non, moi, mon coup de cœur, il va vers l'histoire de Souleymane, un film de Boris Lochkin. Donc, on suit le personnage de Souleymane qui vient de Guinée. Il est arrivé en France, il essaye d'obtenir ses papiers et... En attendant, il est livreur Uber, mais comme il n'a pas de papier, il ne peut pas avoir son propre compte. Donc, quelqu'un va lui sous-louer son compte, moyennant bien sûr le prélèvement d'un fort pourcentage de ce qu'il va gagner. Parallèlement à ça, donc, il doit avoir un entretien auprès de l'OFPRA
donc l'Office français de protection des réfugiés apatrides, qui doit déterminer s'ils peuvent lui donner ses papiers. Mais comme il n'est pas parti en tant que réfugié politique, on va dire, il est obligé de s'inventer une histoire. Il va avoir un coach qui, là aussi, moyennant finance, essaye de lui inventer une histoire. On va le suivre. L'histoire est condensée juste sur quelques jours. On va le suivre. C'est filmé presque comme un thriller, parce que il parcourt à vélo les rues de la ville. On sait pas à quel moment il va se passer peut-être des choses dramatiques, etc. Et j'ai trouvé l'interprétation, bien sûr, d'Abou Sangaré, le personnage principal, vraiment formidable, d'autant plus que lui, il est dans cette situation où il n'a pour l'instant pas encore obtenu ses papiers. Alors, malgré les promesses qui avaient été tenues. Il avait obtenu donc dans la sélection Un certain regard à Cannes le prix d'interprétation, et le réalisateur pensait que ça allait ouvrir les portes justement pour qu'il soit régularisé, mais ça n'a pas été encore le cas. On vient d'apprendre là hier, je crois, que pour l'instant ils ont suspendu donc son obligation de quitter le territoire. Donc ça, c'est suspendu depuis hier, mais ils vont réexaminer, je crois, sa 4e demande pour obtenir des papiers. J'espère qu'elle pourra vraiment aboutir. Alors moi, mon coup de cœur, ce serait un film que j'ai vu en tout début d'été. Ce film s'appelle C'est pas moi, de Léos Carax. Alors pour commencer, je voudrais faire un petit coucou à Bérangère et son association Ciné-Toile à Cluse, qui a eu l'audace de le projeter, et qui plus est en plein mois de juillet. Alors bon, au résultat, on était une quinzaine dans la salle, mais la projection était très agréable, et on a pu en discuter autour d'une collation préparée par les bénévoles de l'association. Bref, un excellent souvenir, donc bisous à eux. Concernant le film, 41 minutes et 19 secondes de bonheur cinématographique. Es-tu vraiment objectif avec Alors, il y a un film que j'ai pas aimé de Carax. Le prochain. Carax est un enfant du cinéma. Alors, il mange, il respire cinéma. C'est pas moi, c'est un montage virtuose. On parle de film collage. Il parle du XXe siècle, enfin son XXe siècle, à travers des images iconiques, ici de Godard, Méliès, Hitchcock, et aussi ses propres films. Alors, comme pour Mégalopolis, on est sur une œuvre assez singulière qui relève de l'art contemporain, on va dire. D'ailleurs, la commande vient du musée Georges Pompidou pour une expo qui n'a pas pu avoir lieu. Donc, le musée lui avait posé la question « Où en êtes-vous, Léos Carax ?» Et il a répondu donc par ces 41 minutes. Alors, pour moi, je vois ce film comme une lettre, vraiment une lettre d'amour au cinéma, un poème avec des scènes incroyables. La mise en image du titre Lazarus de Bowie, qui est très belle. Il y a une scène très troublante où une femme qui est jouée par Ekaterina Yuspina, qui raconte la Shoah à ses enfants pour les faire dormir. Enfin, c'est un truc assez malaisant, mais qui est vraiment hyper intéressant. Il y a les retrouvailles cocasses de Léos Carax avec Denis Lavant dans un cimetière. Il y a une scène qui est superbe de la marionnette Annette, qui est un final qui est très, très, très belle. Et puis il y a la façon de parler aussi. Il aborde le sujet de Roman Polanski. Ce qui est super intéressant, c'est qu'il parle de Polanski en parlant de victime de la Shoah, donc qui est le crime du XXe siècle, qui devient un coupable d'abus sexuels pour mineurs, qui est, on va dire, le crime du XXIe siècle. Et donc par son portrait de Polanski, on suit finalement le mouvement de l'histoire. Et d'ailleurs, Carax, c'est vraiment le cinéaste du mouvement. Il suit le mouvement. Il parle souvent du sourire de la vitesse. Il parle souvent de travelling, qui dit que c'est le regard de Dieu. Voilà, donc il y a tout un tas de choses. Donc pour moi, comme le dernier Coppola, pour moi, ce film, C'est pas moi, et malgré son titre, est une œuvre vraiment très personnelle et très belle à voir. Et bien moi, je vais vous parler d'un film iranien qui n'est pas Les graines du figuier sauvage, mais Tatami, de Zahar Amir Ebrahimi, l'actrice qu'on avait vue dans Les Nuits de Mashhad il y a quelques temps, pour lequel elle avait eu le prix d'interprétation à Cannes en 2022, et film également co-réalisé par Guy Native. Alors, j'ai trouvé que c'était très fort. Alors, j'ai bien aimé aussi Les graines du figuier sauvage, évidemment. Et j'ai trouvé que le Tatami était peut-être plus fort encore au niveau de la dénonciation du régime. C'est filmé en noir et blanc, en format carré. Ça raconte l'histoire d'une judoka qui, dans l'hypothèse éventuelle qu'elle rencontre une combattante israélienne, se voit l'obligation de se coucher
c'est-à-dire d'arrêter le tournoi pour pas avoir à rencontrer cette combattante israélienne, combattante judokate évidemment. Et tout le film est hyper nerveux, c'est filmé comme un polar sous intraveineuse. J'ai trouvé ça brillant, je me répète décidément. C'est très très fort et les actrices, puisque l'actrice qui joue la judokate est plus jeune que l'actrice réalisatrice, et ce duo d'actrices est absolument fabuleux. Si vous le trouvez en salle ou en VOD, foncez, c'est vraiment pour moi un des films de l'année. Oui, de mon côté, alors un coup de cœur peut-être, ça remonte un petit peu parce que c'est sorti cet été, c'est Alien Romulus. Étrangement, voilà, un petit blockbuster américain, mais en fait c'est une sorte de renouveau de la saga Alien qui était vraiment en déclin avec les derniers films de Ridley Scott, mais là en fait il y a vraiment un gros retour aux sources et en fait ça fait du bien de voir qu'on peut encore aujourd'hui faire des films, on va dire, à gros budget, entertainment, de divertissement, qui ont quand même un fond assez important. Et là, voilà, on retrouve en fait la saveur des premiers Aliens. Donc j'aime bien ce petit retour en arrière actualisé. Voilà. Ouais, c'est un peu un best-of de tous les. Si vous avez raté les épisodes précédents, quand même. C'est plutôt bien fait, mais on a le gars, il fait du fanbase cajoling. Fanservice. Et ouais, c'est ça, ouais. Et ouais. Et ça marche. Ouais, et peut-être que ça va relancer aussi sur. Ouais. En tout cas, tu m'as donné envie de le voir. Et on enchaîne avec les coups de gueule, toujours en tête de ligne, Aurore. Alors, mon coup de gueule, écoute, ce sera en écho inversé à mon coup de cœur. C'est un petit peu la définition, c'est la base de l'exercice. Moi, ce sera le roman de Jim. Alors je sais qu'il a été très bien accueilli en général, et c'est très bien pour les salles, on en a besoin de ça, donc c'est super. Mais alors chez moi, ça n'a pas du tout marché, c'est tout l'inverse de ce que j'ai pu ressentir pour Emilia Pérez, c'est-à-dire que là, l'ennui que le film a provoqué chez moi a fait que je me suis en fait attachée à relever tous les défauts, puisqu'en fait j'étais tellement pas dans le film, j'ai tellement pas été attachée au personnage à aucun niveau, que j'ai relevé tous les défauts, ou en tout cas les maladresses, ou en tout cas les partis pris douteux de montage, avec des cuts intempestifs, alors qu'on n'est pas tout à fait dans du cinéma postmoderne, a priori, d'écriture ou de jeu d'acteur. Franchement, j'ai eu du mal à savoir si ça relevait du jeu d'acteur ou de l'écriture ou des deux. Mais alors, que ce soit Karim Leclou, Laetitia Doche, mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'aime beaucoup Laetitia Doche, que ce soit dans Passion Simple, ou en plus, je l'avais vu récemment dans un super court-métrage qui s'appelle L'attente, avec Clotilde M, qui était super. Seule Sarah Giraudot, bon, j'avoue, arrive là à apporter un peu de fluidité dans les scènes. En général, voilà, ce que j'ai pu entendre, surtout en termes d'avis positifs, c'était que, enfin, un film sur la paternité. Oui, alors, d'accord, effectivement, et je suis la première à dire que c'est un thème qu'il faudra continuer d'explorer sans modération, mais ceci étant dit, le thème ne fait pas le film, et que là, ça fonctionne pour moi absolument pas. Ça faisait longtemps que je m'étais pas autant ennuyée, j'ai failli sortir. C'est surtout le jeu d'acteur ou le scénario vraiment qui... Alors, le jeu d'acteur m'a particulièrement posé problème. J'étais constamment mise à distance, en fait, du film, et je les voyais jouer. J'avais l'impression d'imaginer tout le tournage en train de se faire autour. À aucun moment, j'ai été dans un film. J'ai été dans un tournage, mais alors pas dans un film. Et vraiment, voilà, encore une fois, je me disais, bah oui, d'accord, un film qui traite de la paternité à partir d'un homme sensible, qui effectivement exprime ses émotions, enfin qui a du mal à les exprimer, mais qui, voilà, ça déborde, on le sent. Et Karim Leclou est bon là-dedans d'habitude, mais même là, je trouve qu'il patauge, et vraiment...
Et même les seconds rôles, Bertrand Belin, c'est une catastrophe. Un vrai problème sur la direction d'acteur. Alors parce que là, c'est global en fait. Oui, sauf Sarah Giraudot, mais voilà. Mais mais direction d'acteur, mais en même temps, c'est pas que de la mise en scène. Il n'y a pas que des problèmes de mise en scène. Je te dis, j'ai eu du mal à trouver à quel niveau se trouvait le problème là de la réalisation des frères Larieux. Mais je serais ravie de savoir si certains, en l'occurrence, puisque je suis la seule femme là, ont des choses à dire pour rebondir. Mais ah non, moi je te rejoins sur l'interprétation et j'ai appris à connaître Karim Leclou. J'ai un peu croisé après la projection à Cannes, qui est un être absolument super gentil. Délicieux. Ah ouais, carrément. Ouais. C'est un vrai gentil et c'est vraiment une belle personne. C'est ce qu'il est dans le film. Oui, mais c'est un des rares films où qui parle de la gentillesse. J'ai toujours eu du mal avec l'interprétation. J'ai toujours eu du mal avec son interprétation, quels que soient les films, et j'étais un peu taquin, on va dire. Mais là, le gars est vraiment super. Mais au niveau de l'interprétation, et j'aime beaucoup Laetitia Doche, qui est une super personne aussi. Mais là, j'ai du mal à les défendre parce que l'interprétation, elle est. Après, le film est bien. C'est tant mieux qu'il ait trouvé son public aussi. C'est ça. Voilà. Moi, je suis ravie qu'il ait trouvé le public. Mais bien sûr. Et puis, c'est important que des films comme ça, donc plus ou moins à réessai quand même, aient trouvé leur public. Mais bon, ce serait bien que les Larieux fassent un film un peu plus fort la prochaine fois, que ce film-là ait donné envie aux gens d'aller voir son prochain. Alors moi j'ai beaucoup aimé le film. Alors c'est ce que j'évoquais, c'est que alors déjà le cinéma des Larieux, il n'y a jamais vraiment il y a de la mise en scène, mais c'est très simple, très naturaliste, et j'aime leur cinéma. Et puis ce que je disais, c'est que l'histoire, moi je la trouvais très belle, et il montre un personnage central qui est gentil, mais sans mièvrerie, et j'ai été touché par ce personnage. Et Karim Leclou, effectivement, c'est pas un acteur, il est plus, on va dire, il joue pas, il est, et dans tous ses films, il y a un peu de ça, et moi, je suis rentré dans ce film. Et voilà. Donc, et Florent, toi, en coup de gueule? Eh ben moi, en coup de gueule, je voulais parler d'Emmanuel. Vous allez me dire, mais pourquoi t'es allé voir ça? Parce que je vais tout voir. Moi, j'avais très envie de le voir. Je l'ai pas encore vu et je compte y aller. Je vais tout voir. Donc, je suis là, il faisait partie de la liste. Et j'étais aussi assez intéressé par le fait que ce soit Audrey Diwan qui réalise. J'avais beaucoup aimé l'événement. Et je trouvais ça d'autant plus fort qu'elle a coécrit avec Rebecca Zlotowski. Donc je me suis dit, 2 points de vue féminins sur un film qui est probablement le comble du machisme des années 70. Ça m'intéressait. Et en fait, le film, il n'y a rien. C'est creux, c'est vide. Alors, je ne parle pas de toutes les scènes pseudo-érotiques où ce n'était pas l'intérêt, enfin, en tout cas, ce n'était pas le mien. Mais il y a rien, il n'y a pas de point de vue. On voit juste une déambulation de Noémie Merlan qui est très bien, mais bon, il y a rien à sauver. Je me suis, alors pour le coup, là aussi beaucoup ennuyé. C'est même pas bien filmé, c'est même pas joliment fait. C'est rien cinématographiquement, c'est rien. Donc, si tu as à l'occasion l'envie de le voir, je serais curieux d'avoir ton point de vue. Mais on en parlera. Voilà. Je ferai en sorte d'aller le voir juste pour le plaisir d'en parler. Bon. Derrière ce rien, on va passer à la séquence suivante, sans transition, la chronique de Pascal. Eh bien voilà, moi je vais vous parler d'une table ronde auquel j'ai assisté lors du dernier festival du film de La Rochelle, donc le FEMA, qui se tient toutes les années donc au mois de juillet. Et cette table ronde, elle s'intitulait « 3 compositrices à l'épreuve du cinéma ». Donc elle était animée par Benoît Basirico, qui est un journaliste spécialiste de la musique de film, également fondateur du site Cinésique, je ne sais pas si vous connaissez, qui est consacré à la musique, à l'image. Et les 3 compositrices invitées du festival étaient Irène Drezel, Carla Pallone et Julie Rouet. Il y avait également la présence de Fanny de Casimaker du collectif 50-50, qui œuvre notamment pour plus de parité professionnelle entre les hommes et les femmes. Je vais d'ailleurs commencer par un chiffre qui est donné par Fanny de Casimaker. Le collectif a répertorié tous les films français sortis en 2022 et 2023, et il a calculé quel était le pourcentage de compositrices au générique des films français de cette période.
Alors, à votre avis... Irène Drezel, déjà. Je pense qu'il est en évolution quand même. Oui, mais alors sur ces années... Je dirais 3%. 3 Ah, t'es quand même très pessimiste. 15, allez. Qui Pas assez. Ouais, pas assez. Voilà. Non, on est à 7%. Ah bah, j'étais pas très loin. Voilà, 7%, ce qui veut dire quand même 93% de compositeurs dans les génériques des films français. Hein. Donc, bon, je reviendrai à la fin de la chronique justement sur les pistes qui sont explorées pour que ce pourcentage justement évolue à la hausse. Je vais d'abord vous parler de ces 3 compositrices. Alors, je commence par Irène Drezel. Vous la connaissez hein, parce qu'elle est assez connue dans le monde de la musique électronique, de musique techno. Elle vient d'avoir le César de la musique en plus. Ouais. Oui, voilà, et c'est justement ce dont je vais évoquer. Hein. Donc sur scène, elle a un univers très floral, très visuel aussi. Hein. Il y a des projections de films. Il faut dire qu'elle a fait l'école des Gobelins à Paris, donc une école qui forme au cinéma d'animation, à la photographie, à la vidéo, motion design, etc. Elle était, elle, dans la branche photographie. Et Benoît Basirico donc, lui demande si devenir compositrice, c'était un rêve ou un concours de circonstances. Eh bien, là, en l'occurrence, elle explique que c'était plutôt un concours de circonstances. C'est la rencontre avec le réalisateur Éric Gravel, justement, pour le film À plein temps, qui l'a amené à faire de la musique de film. Alors, c'est sa première bande originale de long métrage, et comme tu le disais, Florent, elle a obtenu donc en 2023 le César de la meilleure musique. Donc, en 2023, c'est la 48e cérémonie des Césars, et c'est la première fois qu'une femme est primée dans cette catégorie. Il faut ajouter qu'en 48 éditions des Césars, en fait, il y a eu seulement la 7e compositrice à être nommée dans cette catégorie. Donc Benoît Basirico demande à Irène Drezel si ce César a changé quelque chose. Alors elle répond qu'elle roule toujours en Twingo des années 90 et elle met en avant que c'est quand même disons, ce César a souligné la faible visibilité des compositrices. À la suite de ça, elle explique qu'elle a reçu pas mal de messages de jeunes filles qui lui ont dit que ça leur donnait des motivations pour continuer dans la musique. Elle dit que donc déjà, si ce César sert à ça, c'est déjà une bonne chose. Donc la musique d'à plein temps, le réalisateur Éric Gravel voulait une musique électronique inspirée des années 90, sans percussion. Donc elle a créé des vagues musicales correspondant aux différentes phases du film. Donc c'est un film presque un documentaire filmé. Vous vous souvenez un petit peu de l'intrigue. Donc le personnage joué par Laure Calamy est une femme qui court. Elle est séparée de son mari. Elle doit s'occuper de ses 2 enfants. Elle vit à la campagne, mais elle travaille à Paris comme femme de chambre. Donc toute sa journée, c'est la course, et il fallait justement que la musique puisse accompagner cette course. Je vous mets un premier extrait qui va vous faire comprendre cette sorte de pulsation et ces sortes de vagues qui vont arriver tout au long du film. Extrait aussi, une autre ambiance. Donc on est vraiment dans de la musique électronique, mais effectivement avec une volonté assumée qu'il n'y ait pas de percussion. C'est fou, je la revois. Je la revois courir pour aller prendre son métro. On était essoufflé avec elle. Chacun des morceaux du film, donc le titre de chaque des morceaux, c'est lundi matin, lundi après-midi, lundi soir, mardi matin, mardi après-midi, etc. Et qui correspondent à... Chaque morceau, en fait, correspond à un des moments où on la voit justement courir. Donc, à ma connaissance, pour l'instant, elle n'a pas fait de musique d'autres longs métrages. Donc, elle poursuit sa carrière donc de musicienne de scène essentiellement. Je vous parle maintenant de Clara Pallone, la deuxième invitée. Alors, tout comme Irène Drezel, c'est plutôt une musicienne de scène aussi. Elle a une formation classique, notamment en violon.
Et elle forme le duo Mansfield T.Y. Hay avec Rebecca Warrior. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et donc, elle est arrivée à la rencontre, à la musique de film par une rencontre, celle avec Stéphane de Moustier, et c'était pour le film La jeune fille au bracelet, sorti en 2020. Vous vous souvenez, La jeune fille au bracelet, l'histoire d'une jeune fille qui vit dans un milieu plutôt favorisé et qui est accusée d'avoir assassiné sa meilleure amie. Donc, Clara Pallone explique que Stéphane Dumoustier lui a fait confiance en ce qui concerne la place de la musique dans le film, et notamment l'instrumentarium, donc les instruments qui sont utilisés. Ça lui a permis donc de faire de nombreuses propositions, notamment sur les endroits où elle pouvait positionner de la musique. Et ensemble, ils ont finalement, ça leur a permis de trouver le thème principal du film, qui sont ensuite déclinés. Alors, je vous fais écouter justement le thème principal du film. Alors vous avez écouté le thème, en voici une première déclinaison. Et encore une autre déclinaison. Alors, par rapport à la musique de ce film, Clara Pallone dit quelque chose de vraiment intéressant. Elle dit qu'il s'agit d'un véritable film de parole autour des témoignages du procès, puisqu'il y a pas mal de scènes de procès, vous vous souvenez sans doute. Il y avait donc une volonté de privilégier une écriture du silence. Il fallait trouver une manière pour que la musique intervienne sans ajouter une information qui aurait pu diluer la puissance du scénario. L'enjeu est de déterminer le point de vue de la musique, ce que la musique va exprimer, en plus ce qu'elle va révéler de ce qui n'est pas visible à l'écran. C'est intéressant. Par ailleurs, donc, elle a composé pour le film Libre Garance de Lisa Diaz, et également un film qui n'est pour l'instant pas sorti, Grand Ciel, d'Akihiro Hata, un réalisateur japonais, mais avec un casting français, notamment Damien Bonnard et Samir Ghesmi. Je vous parle maintenant de Julie Rouet, qui, elle, est on va dire la compositrice la plus affirmée. Elle a commencé par des études à l'école Louis Lumière en son, une formation, donc elle a une formation d'ingénieur du son, et pendant une dizaine d'années, elle a été assistante monteuse son. Elle a commencé à faire de la musique justement pour les films de ses amis de l'école Louis Lumière. Alors, Benoît Basérico souligne qu'il y a aussi une dimension de composition dans le travail autour du son. Et effectivement, elle explique que les sons dans un film ne sont pas toujours enregistrés pendant le tournage, à l'exception des voix. Tout le reste est ajouté, le moindre bruissement de feuilles, le passage de voiture, etc. Et ces éléments sont choisis et intégrés comme une sorte de musique bruitiste, puis on les ajoute pour les accorder à la musique. Ainsi, on peut créer un véritable paysage sonore. Et elle explique que c'est quelque chose auquel elle pense constamment, elle, lorsqu'elle compose de la musique. Elle réfléchit à la façon dont la musique va s'accorder avec et s'entrelacer avec les autres éléments de la bande-son. Donc Julie Rouet s'est construite en travaillant sur des dizaines de courts-métrages avec des personnes de sa génération, puis sur des longs métrages avec des réalisatrices avec qui elle a établi des liens. On peut citer donc Léonore Serrail pour le film Jeune femme, ou Emma Benestan pour le film Fragile. Donc ça lui a permis vraiment de faire ses preuves, et la collaboration avec des réalisateurs est arrivée par la suite, une fois que son univers était beaucoup plus identifié. Et il y a une collaboration fructueuse, celle avec le réalisateur Erwan Leduc. Alors d'abord pour le film Perdrix, film avec Swan Arlo et Maud Wheeler, et ensuite pour le film La fille de son père. Alors je ne sais pas si vous l'avez en tête, ce film. Bon, il a été projeté au Ciné Actuel, mais il est passé un petit peu inaperçu. Pourtant un film très intéressant. Donc un jeune homme et une jeune fille se rencontrent, ils vont avoir une relation, de leur relation va naître un enfant, et puis après la mère va s'en aller, et donc on va retrouver les personnages 16 ans plus tard, lorsque la fille est adolescente. Et justement pour
pour exprimer toute la rencontre, il y a une scène au début du film qui dure 8 minutes et qui est uniquement musicale. Et c'est une scène justement sur laquelle Julie Rouet a beaucoup travaillé. Je vous mets donc un petit passage de cette scène. Bref extrait, parce que ce passage musical, comme je vous le dis, dure plus de 8 minutes et c'est vraiment l'introduction du film. La collaboration avec Erwan Leduc, en fait, elle s'est prolongée dans des séries, puisqu'il a réalisé Sous contrôle, cette série avec Léa Drucker, je ne sais pas si ça vous parle, oui, où elle jouait le rôle d'une d'une ministre des Affaires étrangères. Ouais. Et puis également la série Le Monde n'existe pas, qui est actuellement diffusée sur Arte, avec Niels Schneider, qui joue le rôle d'un journaliste qui enquête sur le meurtre d'une jeune fille. C'est également donc une série réalisée par Erwan Leduc et dont Julie Rouet a fait la musique. En ce qui concerne les longs métrages, je voulais m'arrêter sur Le syndrome des amours passés, des réalisateurs belges Anne Siro et Raphaël Balboni, qui avaient réalisé Une vie démente. Donc là, c'est l'histoire d'un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants et puis en fait, pour se guérir, en quelque sorte, ils doivent recoucher avec leurs ex. Voilà. Et donc là, justement, elle a utilisé vraiment une palette sonore assez différente, donc avec à la fois un morceau très baroque, comme celui-ci, on croirait du Vivaldi. Et puis un univers totalement différent. Voilà, là on est dans quelque chose de totalement électro. Comme notre niveau générique. C'est ça, il s'est inspiré, Pascal. Voilà. Et pour vous montrer une autre de ces palettes, un petit extrait tiré de la bande originale de Bis Repetita, film d'Émilie Noblet. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus jazzy. Ah ouais. Donc, on est dans des registres très différents. C'est une compositrice qui a vraiment une palette, une diversité dans ce qu'elle propose, qui est vraiment... Moi, ça a été vraiment une découverte quand j'ai commencé à écouter un petit peu les musiques qu'elle faisait. Alors voilà pour les compositrices invitées. Je vais revenir donc sur l'intervention de Fanny de Cazimaker du collectif 50-50, collectif qui a été créé donc en 2018. Et leur première approche cruciale, d'après elle, c'était d'objectiver la situation, c'est-à-dire d'amener des chiffres. Elles ont fait un certain nombre d'études détaillées et donc notamment, elles ont regardé parmi les réalisatrices quelle était la représentation, donc autour de 22 à 28%. Ensuite, sur des métiers plus techniques comme chef opératrice ou ingénieur du son, on est plutôt sur 10 à 15%. Donc les compositrices, 7%, c'est quand même un chiffre assez encore plus inférieur, on va dire. Donc la question qui était posée, c'est pourquoi cette situation persiste-t-elle ? Alors déjà, il y a un phénomène particulier dans le métier du cinéma et de l'audiovisuel, c'est qu'il n'y a pas vraiment de pratique de candidature classique, comme dans d'autres industries culturelles. Donc on fonctionne beaucoup par réseau. Et donc c'est pour ça qu'il y a une forme de cooptation qui favorise un réseau masculin qui se choisit lui-même. Qui s'auto-alimente. Donc, quelles sont les initiatives ? La première plus il y aura de réalisatrices, plus il y aura de compositrices. Donc, une des initiatives, c'est le mentorat. Avec d'autres associations et structures, elles expliquent qu'elles ont mis en place un système de mentorat, donc une manière de mettre en relation des jeunes intéressés par ces métiers avec des personnes expérimentées dans l'industrie qui pourraient répondre donc à leurs questions. Le mentorat, c'est une des techniques les plus simples et efficaces. Avoir quelqu'un qui peut nous aider, nous conseiller et nous ouvrir le réseau, c'est vraiment ce qui permet de gagner en compétences.
Et Julie Rouet parle également d'une autre initiative, donc c'est le collectif Troisième Autrice. Je ne sais pas si tu connais, Aurore. Donc c'est un collectif qui vient compléter le travail du collectif 50-50 pour les compositrices de musique de film. Donc il y a quelques années, elles ont été plusieurs à réaliser, donc il y avait vraiment besoin qu'elles échangent entre elles. Donc Julie Rouet explique: nous avons commencé par créer un groupe Facebook, nous étions quelques-unes et aujourd'hui nous sommes devenus une association avec 93 adhérentes, sans compter celles qui hésitent à nous rejoindre. Donc l'association est là pour soutenir les débutantes. C'est une association pour les compositrices, mais aussi les femmes cisgenres, les personnes trans et non-binaires. Donc ils ont 2 actions principales: partager entre nous et organiser des masterclass sur les aspects concrets du métier. Composer n'occupe qu'une petite partie de notre temps. Il y a beaucoup d'autres choses à gérer. Cela peut inclure la solitude, la pression, et discuter de ces aspects est très important. D'autre part, nous œuvrons pour la visibilité de nos membres et toutes les compositrices de musique de film afin que notre travail soit vu et que les mentalités changent. Au final, donc, nous travaillons pour que les réalisateurs et les réalisatrices qui souhaitent collaborer avec nous, donc, et que les producteurs et les productrices nous fassent confiance. C'est un travail lent donc, pour créer des réseaux. Donc, je finirai là-dessus. En résumé, c'est comme le problème est le même que dans la musique, c'est-à-dire more women on set, de la même façon que more women on stage. Voilà, on peut dire ça comme ça. Bon, il y a bien d'autres thématiques qui ont été abordées lors de cette table ronde, qui a dû durer, je pense, à peu près 2 heures. Bon, je ne peux pas tout évoquer ici. Et juste pour finir, je vous mets un petit extrait musical. Alors, c'est encore une musique du Julie Rouet, et puisqu'elle compose aussi pour des séries, là, la série en question, c'est Zorro, la série qui est donc avec Jean Dujardin, qui vient d'être disponible sur Prime, je crois que c'est ça, apparemment. On est encore dans une autre ambiance. Elle sait tout faire. Puisque on parle de compositrice, moi je voudrais saluer le travail de Mika Levy. Je ne sais pas si vous connaissez, donc elle a travaillé pour Jonathan Glazer, elle a fait Zone of Interest et puis Under the Skin. Et puis il y a aussi la compositrice Maria Portugal. Oui. Il faut écouter la BO du film Chili 1976 qui est juste incroyable. Ouais. Extrêmement original. Ouais. En tout cas, c'est la question des modèles, véritablement de donner de la visibilité à toutes ces femmes, toutes ces professionnelles que l'histoire, parce qu'elle est souvent écrite par des hommes, ont tendance à disparaître. Et là, clin d'œil à Alice Guy qu'on a réussi à remettre en surface, mais c'est vraiment un travail du quotidien de faire en sorte de laisser de la place à ces femmes qui travaillent pour le cinéma. Et en parlant de modèles, on boucle la boucle avec Mauvais Sang qui vient de sortir ce titre, disponible sur toutes les plateformes. Et sans transition, le quiz. Le quiz avec... Martial m'avait demandé si on pouvait arrêter avec les titres de films, avec les années... Non, les titres québécois, c'était il y a 4 ans. Avec les années de sortie des films. Donc, je t'ai écouté, et puis finalement, on en a quand même. Tu m'étonnes. Mais je t'écoute quand même. Et on va commencer avec Pouic Pouic. Donc, l'idée, vous me donnez la date de sortie du film. Oui, on est dans les chefs-d'œuvre, là. Oh là là. Tu me parlais de films de patrimoine, Aurore, l'autre jour, donc... Voilà. 1963. Eh ben oui, 1963. Magnifique. C'est simple, il faut prendre les anniversaires des... Ou pas. Sherlock Junior. Peut-être quelle année, Johan? C'est ça. Non, Sherlock Junior, c'est le film de Buster Keaton.
D'accord. Alors, pardon de l'offense, mais je te regarde. 1900. C'est pas moi le plus vieux. À part Johan, c'est moi le plus jeune. 1920. 24. Alors. Hommage à Michel Blanc sur un malentendu. Ça peut marcher. Circuler, il n'y a rien à voir. Ah oui, c'est les années 80. Ouais, 89. Ah, j'aurais dit 84. 1983. Pas loin. C'était moi. Le ciel est à vous, le film de Jean Grémillon. Oh là là. 54. Ouais, c'est ça. Ça fait les années 44, sorti en plein pendant la guerre. Ouais. Ah, pendant la guerre. Un été 42. Alors, si vous me dites 42, c'est comme ça. Il y a un piège. C'est le film de Robert Mulligan. Enfin, Moi, je figurais ça aussi dans les années 60-70, non? Dans les années 75. 71. Ah bah ouais. Grande année. Johnny Guitar, le film de Nicolas Ray. 1955. Ça a l'air C'est ça ou pas 54. 54. Et il n'y a pas une petite différence entre la date de production et Non, ça justement, j'ai bien fait attention que ça soit sorti en Dans quel France. pays? T'es sûr que c'était Ouais, en France. Ouais. Smoke, et un petite pensée à Paul Auster qui vient de décéder. Je dirais Jane Campion, on est d'accord. Non, Non, Smoke de Paul ça Auster. doit être Et Wayne Wang. années 90. Ah, oula, je pensais que Années c'était l'adaptation 90, 98. Ouais. 95. Ah ouais. Whiplash. Ah, Whiplash, c'était en... Ah, bah ça, je suis censé le savoir. C'est Parce que je l'ai présenté, Whiplash. 2010. 2007. Moi, je dirais 2008. 14. 2014. Voilà. Donc le film de, Avec quoi est-ce que j'ai confondu? le film de Damien Chazelle. Oui. Basic Instinct. Paul Verhoeven, Verhoeven. ouais. 80, Les années 2000. 90, j'aurais dit dans les années 90, non? 92. Ah ouais. Alors, Putain. La Talente, le film de Jean Jean Vigo. Vigo. oh là là. Jean Vigo. 1919. Oh non, Oh non, après, c'est pas après, ça. après. 30 Moi, je dirais non, 27 ou 28. 34. Ah oui, quand même. Et on finit avec Guerre et paix, le film de Sergueï Bondarchuk, qui fait quand même 7h06. Pourquoi tu me regardes? Devine. 48. 66. 99. Oui, 1966, effectivement. Et comme chaque mois, chaque émission, un petit nouveau au niveau des rubriques. Je crois qu'on n'a pas fait encore le qui c'est-il qui est l'intrus. Alors, tout est dans le titre. Hein. Je vais vous donner des titres de films et vous allez me donner l'intrus et pourquoi. On commence avec Mommy. Pas la momie. Oui, voilà. Mommy avec 2 M. Voilà. Lawrence Anyways. La chanson de l'éléphant. Juste la fin du monde. Ma vie avec John F. Donovan. Ah bah, Avec l'éléphant, là. Ça pourrait être Ma vie avec John F. Donovan parce que c'est une daube, mais c'est pas celui-là. C'est effectivement la chanson de l'éléphant, Qui mais n'est pas un film de Dolan. mais avec quand même Xavier Dolan en acteur. Mais qui ne réalise pas. Mais qui réalise pas. On enchaîne. Erin Brockovich, Soderbergh. Snatch, American Psycho, Le goût des autres et Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ça allait un peu vite. Ouais. Donc, on refait. Attends. Erin Brockovich. Snatch, Snatch. American Psycho, Le goût des autres. Non, mais c'est Edward Norton. C'est pas Edward Norton le. Ouais, c'est commun. pas un Dans réalisateur. American Alors, Psycho, il c'est y a l'intrus, pas l'intrus. Bah, c'est Le goût des autres parce qu'il a un titre français. Oui, ouais. J'ai envie d'aller, mais ce serait. Non, c'est Eternal Bravo. Sunshine of the Spotless Mind qui est sorti en 2004 et les autres étant sortis en l'an 2000. Ah oui, j'en profite pour faire un petit coucou à une autre personne qui est née en 2000 et qui aurait pu effectivement s'appeler Erin, qui est le nom irlandais de l'Irlande. D'accord. Voilà, c'est juste un message comme ça. Ensuite, Panic Room, Nell, Le Petit Homme, Il y a du Jodie Week-end Foster. en Ah oui, famille, c'est du Jodie Foster, ça. Le silence des agneaux. Effectivement, Jodie Foster, cœur avec les doigts. Petit homme, oui. Donc, c'est pareil, ça va vite. mais attends, Ceux du milieu, j'ai. Ah oui. Tu peux redire Panic Room, Nell, Ouais. Le Petit Homme, Week-end en famille, Le silence des agneaux. Parce Une que- histoire de réalisation. Elle a pas Parce réalisé. qu'elle a réalisé le silence le des petit homme, mais... Et Week-end en famille. Ah Donc oui. c'est pas ça. Les C'est silences pas des ça. agneaux. Qui est Et non. Jonathan Demme. Non, Et parce que... c'est un film dans lequel elle joue pas. Exact. Ouais. Effectivement, elle joue pas dans Week-end en famille. Ah c'est oui, Holly voilà, Hunter ça, qui joue le lead. On enchaîne avec un petit clin d'œil à Big Ben,
avec Gangs of New York, Les Affranchis, La Valse des Pantins, Mean Streets et Les Nerfs à vif. C'est un film dans lequel il n'y a pas de Niro. Exactement. Exactement. Bravo. Ah bah, Mean Streets alors. Mais non, Gangs of New York. Gangs of New York. Ah oui, Ouais. Gangs of New York. Avec Daniel Day-Lewis. On enchaîne. Alors, apparemment, les points communs, ça vous plaisait. Donc, on va faire le C'est quoi donc, c'est kiff kiff. Alors, je choisis les titres des rubriques pour Martial. Comme ça, on n'a pas à expliquer derrière. Comme ça, je comprends. Ou pas. Trop méchant. Gratuit. Donc, je vais vous donner des titres, des noms ou des titres de films, et vous allez me donner le point commun. Bird. Qui veut la peau de Roger Rabbit? On a déjà fait la contrepatrie, hein, donc on ne va pas la refaire. L'ours, Le Grand Bleu, La vie est un long fleuve tranquille. Bah, c'est l'année de sortie des films, ouais. 1988. 88. Ouais. On enchaîne. Henri Verneuil, André Hunebelle, Claude Zidi. Donc, qu'est-ce que je fous là? Mais c'est quand même lui. Jean Giraud et Gérard Houry. Est-ce qu'ils sont nés tous la même année? Non. Bah alors là, non, c'est une grosse coïncidence. Non, c'est le top 5 des entrées des réalisateurs qui ont fait le plus d'entrées. Donc on est quand même sur du... alors, j'ai sous les yeux Henri Verneuil, 91 millions d'entrées, et ça va jusqu'à Gérard Houry, 68, en entrée, nombre d'entrées cumulées. C'est tout film confondu. D'accord. Ouais. C'est pas... Ah oui, d'accord. Le plus gros... C'est ça. Et c'est qui le plus? C'est Henri Verneuil. Ah ouais. Henri Verneuil. Ouais. Alors, je vais vous donner des noms de réalisatrices. Non, si. Réalisatrices. Exactement. Faisons évoluer la langue. Absolument. Et vous allez me dire leur point commun. John Ford, Alice Guy, Jean Renoir, Dorothy Arzner, Charlie Chaplin. J'aurais dit western jusqu'à ce que tu dises Charlie Chaplin, mais... Non, c'est pas ça. Ok. Et ben, ils sont tous nés au 19e siècle. Ah bah oui. Ok. On enchaîne avec une nouvelle proposition de nom et vous allez me donner le point commun. Claudette Colbert, Jacques Tati, Marion Cotillard, Jean Dujardin et Simone Signoret. Il nous faudrait un indice sur le point commun à trouver parce que... Il y a un point commun, c'est ça l'indice. Ils ont tous eu un Oscar à Hollywood. Ah mais oui. Ouais. Ok. Et pour les acteurs, en fait, il n'y a que 4, à part Tati, qui l'a eu pour mon oncle. T'avais pas dit Juliette Binoche? C'est vrai qu'elle l'a eu pour le second rôle. Bah oui, c'est un Oscar. C'en est un beau quand même. Oui, c'est vrai. On enchaîne avec des titres de films. Elle, de Verhoeven. Caché, Michael Haneke. Coup de chance, Woody Allen. La vérité, de Koreeda. Et La caméra de Claire, de Hong Sang-soo. C'est des films réalisés par des étrangers et filmés en France. Exact. J'avais donné des indices. Ah, tu vois, vous voulez des indices, Johan? Là, il y en avait. Autre rubrique. Faut trouver le titre du film, c'est ça? Oui, il faut trouver le truc. Il faut trouver le titre du film. Le titre du film. Vous donnez 5 indices, 5 plus 1, et vous allez me donner le titre du film. 5 plus 1, donc 6, on est d'accord. Alors, le premier, c'est plus pour situer. Pour le situer. On y va. Film qui a reçu le César du meilleur réalisateur en 1983, avec au scénario Jean-Claude Carrière. En acteur, Roger Planchon, Gérard Depardieu, Une guillotine, Danton, et réalisé par Andrzej Wajda. Danton, effectivement. Alors, moi, j'étais en train de naître, donc du coup, ça m'a fait une bonne excuse, non? Ouais, mais alors, Depardieu, guillotine, j'étais sur la piste aussi. Pourtant, avec un petit peu de temps, bien joué. On cherche un film qui a eu 3 Oscars en 1994, qui se passe en Nouvelle-Zélande. Il y a un certain mutisme. La leçon de piano. Bande son
de Michael Nyman. C'est un film de Jane... qui a eu la Palme d'Or. Jane Campion. Et un film de Jane Campion. Avec Le son de piano, effectivement. Je crois que c'est la première à avoir eu l'Oscar. Hein. Ouais. C'est vrai. Première femme, pardon. La Palme d'Or aussi. Palme d'Or. Et aussi. Palme d'Or. Ouais. Première femme à avoir reçu une Palme d'Or. Ouais. Alors le prochain, je suis pas sûr que tu sois aussi brillante. Et tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi. Ça équilibre. C'est un collègue qui m'a dit tu pourrais mettre ce film-là. Je dis, bon, on va mettre ce film-là. Film sorti en 2007 avec John Turturro, Megan Fox, Shia LaBeouf. Mais non. Il l'a fait, il a osé. Je sais pas exactement ce que c'est, mais j'entends Shia LaBeouf, Megan Fox, ça me fait tout de suite penser à Transformers. Alors. Eh ben, on est sur Transformers, effectivement, avec des jouets adaptés des jouets Hasbro et réalisé par Michael Bay. Et comme j'ai jamais vu le film, je savais pas qu'il y avait John Turturro dedans. Je serais curieux de savoir ce qu'il fait. John Voight aussi. John Voight qu'on retrouve dans Megalopolis avec Shia LaBeouf. Exact. Film suivant, sorti en 2011 avec Karine Viard, Marina Foïs, Anthony Delon, Didier Morville. Alors Didier Morville, c'est Joe Star. Ouais. Et réalisé par Maïwen. Exactement, Police. Très bien. Dernier film, Rome. Donc c'est les indices. Cannes. Four. Adam Driver. Et Coppola. Megalopolis. Mais oui. Et alors Cannes. Même moi qui l'ai pas vu, il a été présenté à Cannes. Ah mais oui, d'accord. Oui. Et ils ont fait un événement parce qu'ils sont intervenus en plein milieu du film. Je sais plus ce qui s'était passé exactement, mais ils avaient interrompu le film pour faire une petite scène devant. Je sais plus qui était présent. Vous vous en souvenez pas de ça? Et pour l'anecdote, là où Coppola est assez espiègle, il a pris dans son film John Voight qui est pro-Trump, et puis il y a Shia LaBeouf qui est lui anti-Trump quoi. Ceci dit, le personnage de Shia LaBeouf reprend certains codes oui. on va dire politiques de Trump. Il est assez dictateur. Ouais. Et dernière rubrique, c'est spécial pour Martial celle-là, parce qu'il aime beaucoup le faux culte. Merci. Ah, j'adore. Donc je vous donne des critiques glanées ça et là, et vous trouvez le titre du film. Je commence. Au début du film, on voit le personnage principal mourir. Je me dis, le mec est mort. Mais à la fin du film, on réalise, attention spoiler, qu'en fait, le type était mort. Ça alors on ne s'y attendait pas du tout. Sixième sens. Eh ben oui. Bien joué. Ouais. Ah oui. Le suivant. Cette expérience ne mène à rien puisque manger du cassoulet matin, midi et soir pendant 2 mois conduira au même résultat. Quelqu'un qui est malade, évidemment. Probablement. Donc, qui fait des expériences sur la bouffe. Oui. Ah oui, Super Size Me. Exact. Il est fort, ce Pascal. On croirait qu'il s'intéresserait presque au cinéma. Suivant. Autant le dire tout de suite, c'est de la merde. Le problème, c'est que c'est une parodie qui parodie une parodie. Alors ça peut être un paquet de films. Ouais. Allez, je vous fais pas languir plus longtemps. Scary Movie. Bah oui. Suivant. J'ai vu Scary Movie avant, donc impossible de prendre ce film d'horreur au sérieux. Scream. Mais oui. Ouais. Et un petit dernier pour la route. J'aime beaucoup celui-là. Ce soi-disant homme d'acier ne vaut pas un clou. Iron Man. Iron Man. Et c'est sur cette bonne réponse de Johan que se termine cette 17e édition des Hallucinés, dont vous pouvez retrouver tous les épisodes sur radiomanie.com ou sur SoundCloud, ainsi que sur les principales plateformes. N'hésitez pas également à nous suivre sur Instagram en followant les Hallucinés, tout attaché avec un H, 2 L, 2 E et un S à la fin. En attendant des belles surprises à venir lors des prochaines émissions, faites-vous des belles toiles en salles obscures et profitez de chaque seconde en ajoutant de la vie aux années et non des années à la vie. Voilà, c'est tout pour le moment. Nous vous donnons rendez-vous au mois prochain, car d'ici là, vous ne saurez plus rien. À ciao, bonsoir. Ciao. Et bonsoir. Salut.